Je suis Émile Zola, né en 1840 à Paris. Écrivain et journaliste du réel, j'ai peint la société avec les Rougon-Macquart et j'ai défendu la justice avec mon J'accuse, dans l'Aurore pour l'affaire Dreyfus. Zola est l'encre de la justice. Sous un ciel gris de printemps, le 2 avril 1840, résonne pour la première fois le cri d'un avenir littéraire. À Paris naît Émile Zola, fils d'un ingénieur italien et d'une dourdanaise rêveuse. Dès sa plus tendre enfance à Aix-en-Provence, puis à Paris, le jeune Émile s'imprègne des contrastes. La solennité des jardins du Luxembourg voisine avec la frénésie idéale, où fourmille une humanité laborieuse. Émile Zola sera entouré d'amitiés solides qui dureront toute sa vie. On le surnomme le Petit Parisien, en référence à sa capitale natale, bien qu'il mène ses études dans le Sud. À 18 ans, il rejoint sa mère à Paris en 1858 et s'installe modestement rue Monsieur-le-Prince. Boursier au lycée Saint-Louis, il affiche un sérieux de façade, mais échoue à 2 reprises au baccalauréat. Mais au lycée, il découvre la puissance des mots et le vertige des idées. Privé de ressources familiales, il se lie d'amitié avec Paul Cézanne, peignant ensemble les collines de Provence, tandis qu'il forge en secret sa vocation d'écrivain. Revenu à Paris, il multiplie les petits emplois de commis, de copiste, de critique, dans le tumulte de la presse du Second Empire. En 1862, Zola entre comme commis au service des expéditions chez Hachette dans le quartier latin. Sa sensibilité poétique séduit bientôt la direction. Promu chef de publicité grâce à quelques poèmes remarqués, il met fin à sa période de vache maigre. Les boulevards s'offrent à sa plume acérée. Il enregistre le grondement des usines, le halètement des mineurs, les soupirs des prolétaires. C'est dans le journalisme que Zola forge son engagement. Avec une audace sans pareille, il dénonce la misère et la corruption. Ses articles, empreints de rigueur documentaire, jettent les bases d'un nouveau pacte entre l'écrivain et la vérité sociale. Mais l'ambition de Zola dépasse bientôt l'éphémère. Il rêve d'une fresque romanesque capable de mettre en scène les lois de l'hérédité et du milieu sur l'âme humaine. En 1864 paraît son premier ouvrage, Contes à Ninon, suivi en 1867 de son premier grand succès, Thérèse Raquin. En 1870, il épouse Éléonore Alexandrine Mélé. Ils vivent un temps aux 10 rue de Vaugirard, dans le quartier latin. Bientôt, Zola quitte la librairie Hachette pour se consacrer entièrement à la littérature et au journalisme. Dans le monde littéraire, il lie amitié avec les frères Goncourt et participe aux célèbres réunions dominicales chez Flaubert, rue Murillo, où l'on retrouve aussi Daudet ou Tourgueniev. Inspiré par ces échanges, il s'installe dans le quartier paisible des Batignolles, qui devient le havre de travail propice à ses futurs chefs-d'œuvre. Passionné d'art, Zola partage avec Baudelaire et les Goncourt un regard de critique averti. Il publie alors une étude admirative sur Manet et fréquente les peintres impressionnistes de l'école des Batignolles, réunis au café Gerbois. De leur méthode, il retient la minutie. À l'instar d'un peintre préparant sa toile, il scrute chaque détail du lieu ou du personnage, cherchant des plans et des couleurs dans ses descriptions. Dès 1869, il imagine le vaste cycle des Rougon-Macquart, une fresque naturaliste où l'hérédité dicte le destin de plusieurs générations. Entre 1871 et 1876 paraissent successivement les premiers volumes, La fortune des Rougon, La curée, Le ventre de Paris, etc. Et, en 1877, L'Assommoir déclenche l'admiration du public et de la critique. Triomphant, l'écrivain ne connaîtra plus la misère. Fort de cette renommée, il achète en 1878 une maison de campagne à Médan, près de Poissy, dans les Yvelines, qu'il appelle lui-même une cabane à lapins dans un trou charmant au bord de la Seine. Cette modeste demeure,
acquise grâce à sa plume, devient le refuge bucolique où il poursuit sa fresque naturaliste. Dans son atelier baigné de lumière, face aux coteaux de la Seine, il s'impose la devise latine « Nulla dies sine linea ». Pas un jour sans écrire une ligne. Ses amis du monde littéraire, Maupassant, Daudet, les Goncourt et les peintres impressionnistes viennent souvent lui rendre visite. Ainsi naissent, entre 1871 et 1893, les 20 romans des Rougon-Macquart, des carrières de pierre de Germinal à la fièvre parisienne de l'Assommoir. Chaque volume est un atelier d'observation où gronde la pulsion animale et les espoirs brisés. À travers ses portraits, Zola dévoile l'envers du décor impérial, l'âpre poésie des bidonvilles et la mécanique des passions humaines. Lorsque l'affaire Dreyfus embrase la France, en janvier 1898, Zola se dresse à nouveau, plume levée, derrière un « j'accuse » retentissant. Dans un grand élan de conscience civile, il met son talent au service de la justice, au risque de l'exil et du scandale. Son texte, publié dans l'Aurore, bouleverse l'opinion et inaugure le rôle de l'intellectuel engagé. J'accuse la lettre d'Émile Zola au président. Demandez l'aurore, demandez. Quand il n'est pas à Médan, Zola vit alternativement à Paris et sur les routes de ses enquêtes littéraires. Il s'installe en 1889 dans un appartement bourgeois du 9e arrondissement qui sera son dernier domicile. Le Paris haussmannien, toujours en transformation, hante ses romans. Boulevards et grands magasins inspirent au bonheur des dames. Les quartiers ouvriers de la Goutte d'Or nourrissent l'Assommoir. Le monde de la finance sert de toile de fond à l'argent, tandis que la bête humaine explore l'univers des chemins de fer. Ainsi, dans ses œuvres, Zola brosse le portrait d'un 19e siècle façonné par les drames sociaux et les révolutions industrielles. Au crépuscule de sa vie, retiré dans sa maison de Médan, il fonde une sorte de phalanstère littéraire, accueillant les talents de Maupassant, Huysmans et bien d'autres, célébrant l'art sincère et le partage. Le 29 septembre 1902, alors qu'il travaillait à son ultime roman, le souffle de Zola s'éteint, laissant derrière lui l'image d'un architecte de la vérité sociale dont l'œuvre, exigeante et généreuse, continue d'éclairer les consciences. Merci d'avoir suivi ce programme culturel de l'unité de production de Mythes et légendes en question. À bientôt pour d'autres récits de nos grands hommes. MLQ Productions, la petite chaîne qui monte. Zola et l'encre de la justice. Parce qu'un autre cinéma naît.